On va voir ce qu'en pense notre invité Olivier Guillotot. Bonjour et merci d'être sur France 24, d'être enseignant-chercheur à l'INSEC, grande école. Je crois que vous intervenez depuis Toujours. Bordeaux. La victimisation, depuis le coup de tonnerre du 31 mars 2025 et donc ce verdict en première instance, ça n'a pas fonctionné pour Marine Le Pen, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ça n'a pas fonctionné. Et dans un sens, la solution de rechange qu'ils ont assez vite trouvée avec Jordan Bardella a presque trop bien fonctionné parce que, effectivement, la sémantique d'une sorte comment dire, d'empêchement un peu de la démocratie de passer, de la voix du peuple face à la justice, elle a pas tellement de sens puisque ils deviennent interchangeables et voir Bardella aujourd'hui semble avoir plus de chances de l'emporter. Donc cette stratégie-là, elle est un peu terminée. Elle peut pas vraiment passer. Après, si on dézoome, comme disait votre collègue très justement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du cas particulier de l'élection présidentielle et de Marine Le Pen, c'est presque l'histoire de l'extrême droite qui est peut-être en train de basculer, puisque celle-ci a été marquée par la présence des Le Pen de manière continue, avec parfois des volontés de les remplacer. Il y a eu Maigret, il y a eu Zemmour, mais au final, que ça soit Jean-Marie, que ça soit Marine, ils ont toujours tenu un peu le leadership de l'extrême droite, de la droite radicale. Et là, ça serait vraiment un gros changement un peu presque historique. Et c'est vrai, Flore, c'est Jordan Bardella maintenant qui tient le flambeau en quelque sorte du RN. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que si on regarde déjà, bon, les sondages, que ce soit elle ou lui, c'est entre 34 et 36. Donc, on voit qu'en fait, c'est un vote d'adhésion. Aujourd'hui, le Rassemblement national, il ne vote pas pour une personnalité, mais pour des idées, finalement, hein. C'est vrai que le Rassemblement national s'est solidifié, normalisé, grâce notamment à Marine Le Pen, qui a œuvré pour ça. Et donc, aujourd'hui, et puis c'est vrai que quand on voit aujourd'hui la politique ici en France, notamment depuis la dissolution de 2024, les Français se détournent clairement de la politique des partis dits de gouvernement. Et puis ils se disent, le Rassemblement national, on ne l'a pas essayé. Et c'est vrai que ça marche. Jordan Bardella, je regardais un sondage baromètre annuel du cabinet Verian qui est paru dans Le Monde. Selon les Français, le président du Rassemblement national a le plus de chances de remporter l'élection présidentielle pour 49% des Français contre 18% pour Marine Le Pen. Et ils sont 30% à dire qu'il ferait un meilleur président qu'elle. Elle est à 22%. Donc vous voyez que le plan B va finir par devenir le Le plan plan A. A. Et c'est presque comme si, finalement, dans la tête des électeurs, on est déjà dans l'après Le Pen. Et ce que disait votre invité, c'est vrai que Jordan Bardella, il ne s'appelle pas Le Pen, avec toute l'histoire qui va avec. Parce que Marine Le Pen, elle a aussi essayé de se débarrasser d'une certaine histoire qui lui a collé à la peau pendant longtemps, avec les provocations de son père et les phrases chocs, etc. Mais Olivier Guillotot, en quelque sorte, Marine Le Pen elle-même entériné son probable remplacement à la présidentielle de 2027. Ça aussi, ça a été une erreur stratégique. Je ne sais pas si c'est une erreur stratégique. Elle avait peut-être anticipé le fait que ça serait très très difficile de revenir sur la décision. Donc c'était peut-être une manière de gérer la réalité. Après, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré tout l'envol de Bardella, je pense qu'on sous-estime malgré tout la difficulté d'une campagne présidentielle. Et sans doute, on sous-estime peut-être la capacité de Bardella à réussir aussi bien que Marine Le Pen dans un exercice qui est un exercice très difficile, très physique, psychologiquement, qui prend beaucoup. Et c'est vrai que Marine Le Pen, elle a prouvé qu'elle était solide, elle a prouvé qu'elle était dure au mal. Elle est revenue, par exemple, du fameux duel avec Macron, l'exercice télévisé qui avait été une catastrophe. Elle a réussi à revenir de ça. Et on sait qu'elle est capable de le faire, elle est capable de tenir dans la durée. On ne sait pas si Jordan Bardella est capable de le faire. Moi, je sais que, par exemple, quand il y avait eu la dissolution et qu'il était favori pour devenir Premier ministre, il n'avait pas réussi à générer cette espèce d'enthousiasme. Alors, il y avait eu le Front républicain, il y avait eu d'autres choses, mais je me souviens que lors des débats, il n'avait pas été si brillant que ça. Il n'avait pas forcément su répondre aux attaques qui étaient faites à son encontre et à l'encontre du parti. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime par rapport effectivement à ses chances et à son espèce de potentiel présidentiel, où on lui donne aujourd'hui l'avantage par rapport à Marine Le Pen.
Procès en incompétence, justifié, Ouais. injustifié, Flore. Et d'ailleurs, souvent, ses opposants disent: «Mais Jordan Bardella, il a 30 ans, il est très jeune, il n'a pas d'expérience», et cetera. C'est un peu, les attaques de ses opposants. Alors, certes, c'est vrai, mais Jordan Bardella, c'est vrai qu'il a un positionnement plus libéral que Marine Le Pen. On voit qu'il séduit, on n'en est pas là non plus, mais quand même que les patrons le regardent aujourd'hui, et puis que les électeurs de droite seraient peut-être plus tentés par un Bardella qui est plus libéral que Marine Le Pen, là où elle a un programme plus social que elle ne l'est. Alors c'est vrai qu'il est jeune, qu'il n'a pas d'expérience, mais encore une fois, les Français, ils ont élu pendant des dizaines d'années des politiques qui avaient de l'expérience, qui avaient des mandats divers et variés. Et qui sont aujourd'hui très impopulaires. Et qui sont aujourd'hui très impopulaires. Et on le voit, les Français se désintéressent de la politique aussi parce qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est-à-dire un blocage, et puis que les gens ne suivent plus ce qui se passe réellement en politique. Le blocage, justement, on y vient. Marine Le Pen, elle, en tout cas, en attendant son procès en appel, n'est pas restée passive. Elle s'est beaucoup investie dans les débats autour du budget. L'examen du budget de finances revient en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Depuis quelques minutes, c'est la version du Sénat qui est sur la table. Pour l'instant, rien n'indique que le texte sera adopté. Noémie Roche. C'est un débat qui paraît sans fin. Une fois encore, les députés se retrouvent ce mardi pour examiner le projet de loi de finances, le PLF, dans sa version remaniée par le Sénat. Objectif, doter la France d'un budget pour 2026, avec comme priorité pour le Premier ministre de ramener le déficit à moins de 5% du PIB. Mais pour l'heure, aucun accord ne se dessine entre les différentes formations politiques. Au cœur des tensions entre la droite et la gauche, notamment les mesures fiscales comme la surtaxe sur les bénéfices des entreprises que les socialistes veulent porter à 8 milliards d'euros. Nous, notre ligne, elle est claire, c'est que, on l'a fait l'année dernière, Dave, c'est qu'on censurera que si les intérêts fondamentaux des classes populaires et des classes moyennes sont mis en cause. Si on touche au pouvoir d'achat, le prix d'activité, c'est donc pour nous très important, on censurera. Si on remet en place l'année blanche, ça, on censurera. Bon, en vérité, c'est cette ligne rouge pour nous, c'est les intérêts des classes populaires et des classes moyennes. Pour le Premier ministre, un recours au 49.3 paraît de plus en plus difficile à éviter. Cet article de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote. Sébastien Lecornu avait promis qu'il ne l'utiliserait pas. Il a donc préféré brandir la menace d'une dissolution si le gouvernement venait à être renversé après l'adoption d'une motion de censure. Selon la porte-parole du gouvernement, tous les scénarios sont désormais sur la table. La Constitution donne des outils au gouvernement pour adopter un budget. Il y en a 3 en l'occurrence. Oui. Le vote, le 49.3 et les ordonnances. Donc ces 3 possibilités sont sur la table. En tout état de cause, je le redis, rien n'est exclu, tant et si bien qu'on arrive à s'accorder sur un budget. L'examen du texte devrait durer une dizaine de jours. Plus de 3400 amendements doivent être examinés. En attendant, la continuité des services publics est assurée grâce à une loi spéciale élaborée en fin d'année. Mais celle-ci ne permet que de pallier temporairement l'absence de véritables textes budgétaires, alors qu'il y a urgence pour les Français. Les 300 millions d'euros de nouvelles aides aux agriculteurs, par exemple, ne rentreront en vigueur qu'en cas d'adoption du budget. Sur le 49.3, Olivier Guillotot, rien n'est écarté, dit la porte-parole du gouvernement. S'il est utilisé, ce serait un passage en force négocié avec les socialistes, histoire de ne pas être censuré derrière ? A priori, on peut imaginer que ce sera négocié effectivement. Pour le moment, les socialistes disent qu'ils sont encore contre le 49.3, mais que le plus important, c'est ce qu'il y aura dans le budget plus que la façon dont il est voté. C'est vrai que symboliquement, il s'est engagé à pas l'utiliser, mais il a aussi finalement laissé du temps à la négociation qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui s'y opposaient commencent à lui conseiller de le faire. Et ça, c'est plutôt un bon point pour lui. Et donc c'est possible qu'on termine par avoir le 49.3. La menace qui a été brandie par Lecornu et par Emmanuel Macron indirectement, la menace de dissolution, si il y a blocage et s'il persiste, est-ce que cette stratégie a été contre-productive ? Est-ce que l'exécutif n'est pas allé un peu trop loin dans la menace ? On verra, mais dans un sens, chacun est un peu sur sa stratégie et on voit que chaque camp, en fait, essaye de jouer sa carte.
L'exécutif a besoin qu'un budget soit voté et a besoin de rester en place. Et dans un sens, il a essayé de faire peur. Vous avez quand même les partis de gouvernement, et si on prend PS, si on prend les macronistes, si on prend LR, qui sont plutôt favorables aussi à ce qui n'est pas forcément de dissolution. Après, ils n'arrivent pas à trouver un terrain de compromis, c'est-à-dire chacun reste un peu sur ses positions. Et puis parallèlement, vous avez clairement le Rassemblement national et LFI qui eux sont plutôt sur une stratégie de vouloir tout faire exploser et effectivement que ça aboutisse soit à une dissolution, là on est plutôt sur le RN, soit un départ d'Emmanuel Macron, là on est plutôt sur LFI. Après, ce qui va se passer aussi, c'est que il y a quand même une pression internationale, c'est-à-dire que les stratégies nationales, elles se confondent aussi maintenant, là, elles se croisent avec des enjeux internationaux qui sont assez forts. Et c'est vrai que cette instabilité, elle dessert la France dans une sorte de succession de crises. On voit bien, hein. Ça soit le Mercosur, ça soit le Venezuela, ça soit l'Ukraine, il y en a partout, ça n'arrête pas. Il y a aussi les marchés financiers qui regardent ça. Et notre nécessité, en fait, d'avoir un déficit en dessous des 5%. Donc, ça va être. Et on n'y serait pas un gros si le enjeu. budget était voté. Hein. Effectivement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, dans les conditions qui sont celles actuelles, on serait pas en dessous des 5%. Et certains disent que voilà, les marchés pourraient se retourner, ça pourrait devenir vraiment compliqué pour nous. Donc, il y a vraiment de gros enjeux de toutes parts. Et dans un sens, on peut espérer qu'un budget sera voté. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça semble quand même plutôt ce qu'il faudrait faire. Merci beaucoup Olivier Guillotot de nous avoir éclairé depuis Bordeaux, enseignant-chercheur à l'INSEC Merci Grande École.